Soyez les bienvenus. Est-ce qu'on peut ouvrir les caméras? Ça fait un mois que je ne vous ai pas vu. Est-ce qu'on peut ouvrir les caméras pour qu'on puisse voir un peu? Rodrigue, Bakula, merci. Merci, Monsieur Juma. Merci, bonjour, bonjour, bonjour à tous. Soyez les Bonjour, madame. bienvenus. Merci. Comment vous allez? Bien, et vous-même? Ça va aussi, merci. D'accord. Il est 13h00. On espère que les autres membres de la communauté vont nous rejoindre. Oui, Faut qu'on commence à l'heure parce qu'on sait que vous avez d'autres charges. Voilà. effectivement. Donc, on va quand même vous donner l'opportunité de vous présenter. Donc, Monsieur Rodrigue, vous avez déjà votre micro ouvert. Est-ce que vous pouvez vous Oui. présenter à la communauté? OK, bonjour à toutes et à tous. Je suis Monsieur Rodrigue Bakula. Je suis coordonnateur technique de l'ONG Labyrinthe Global Néné, Health au Néné, Congo-Brazzaville, Euh, en République du Congo. d'accord. ONG Labyrinthe. Oui, OK. Vous avez déjà pris par nos formations des partenaires là? oui, effectivement. Ah, donc, on vous attend, hein. Vous OK. avez reçu un message où j'ai envoyé une matrice. Pardon? Je demande si vous avez reçu une matrice par mail. Maintenant, là, Non, 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 avant cette session. je n'ai pas Non, regardé. Je ne pense pas. d'accord. Donc, je vais vérifier si vous faites partie de la liste de ceux qu'on veut. On doit réformer encore dans le mois de novembre. En tout cas, merci beaucoup, hein, pour Je votre vous en prie. présence. Je Voilà. vous en prie, madame. Nous marquons beaucoup d'intérêt à ces sessions de formation OK. liées à la santé publique en général. Et puis, ben, voilà, Mhm. on a besoin de booster nos connaissances dans tous les domaines parce que euh, les communications sont diversifiées et donc C'est ça ça, fait plaisir. Oui, merci c'est beaucoup. ça. Merci. C'est nous qui sommes enchantés de vous enregistrer parmi les membres de la communauté. En tout cas, merci pour votre présence. Je vous en On prie, va madame. demander, on n'est pas nombreux. Monsieur Rodé, vous pouvez couper votre micro. Nous ne sommes pas nombreux, on peut ouvrir les caméras quand même, on va te voir un peu. Et puis après, vous pouvez fermer vos caméras. À qui encore? Monsieur Zuma a déjà parlé. Monsieur Zuma, c'est bon, vous avez fait signe de la main. Est-ce que vous pouvez saluer la communauté? Bonjour, bonjour, docteur Milan, bonjour, chers membres de la communauté. Mhm. Je suis Dioumbantoumba Kaitan, le HIPS de la République centrafricaine. OK. Merci beaucoup. L'un de nos partenaires fidèles. D'accord. Angèle, OK. On va prendre ceux qui ont leur caméra ouverte. Monsieur Richard, ou c'est madame? Je ne vois pas bien. Richard, c'est OK. monsieur. OK. Allez-y. Vous avez vu que Bonsoir. j'ai sauté le premier prénom parce que là, j'ai du mal à prononcer. Je préfère Richard. Allez-y, présentez-vous. D'accord, bonsoir toute la famille Echo. On vous entend, allez-y. Allô? Oui, allez-y. D'accord, donc bonsoir toute la famille Echo. Donc moi c'est Wenkouni Richard Pakmokda. Mhm. Je suis médecin généraliste au Burkina Faso. D'accord. C'est votre première fois Euh, bon, à ce euh, programme? oui, oui, oui. Voilà. En tout cas, envoyons des signaux pour Monsieur Richard qui nous prend, qui rejoint la communauté pour la première fois, hein, la communauté Covid long, parce que je pense qu'il a dû participer à d'autres communautés éco. En tout cas, soyez le bienvenu, hein, dans cette communauté et on espère qu'on va apprendre de vous aujourd'hui par rapport à cette thématique
qui est très, très intéressante. Merci. D'accord. Voilà. Merci. Et La bonne session à Baguibé. tous. Merci. Vous pouvez fermer votre micro, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Lamine Dondo, docteur Touré. Bonjour à vous. Ouvrez votre micro. Bonjour. Voilà. Bonjour, présentez-vous à la communauté. Oui, Allez-y. bonjour. Moi, c'est Touré Lamine Dondo, Mhm. pharmacien biologiste. Je suis guinéen, responsable labo Medvi, médecine de OK. la vie. Merci beaucoup. Vous avez déjà lancé votre programme? Euh, c'est en cours. Ah, d'accord. Non, c'est la même équipe. Merci beaucoup pour votre présence. OK, on peut ouvrir les caméras un peu pour qu'on puisse voir ceux qui ne sont pas encore présentés. Ah, mon ami c'est la Mauritanie, Mahamat. Docteur Mahamat, bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour, bonjour, chers tous. Moi, c'est Mohamed Mokhtar Abdelkarim, responsable de manager en qualité à la direction des laboratoires au ministère de la Santé publique ici au Tchad. Au Ce n'est Tchad. pas en Mauritanie, c'est au Tchad, oui. D'accord. Ok, Merci merci. beaucoup à nos amis Merci. du Tchad qui ont rejoint Merci. cette communauté. Merci. Merci. Aboulaye Sagna. Je vois que je ne vois pas le visage, mais au moins il y a une photo qui me regarde tout droit dans les yeux. Donc, est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro pour vous présenter à la communauté? Aboulaye Sagna. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Voilà, moi, c'est Abdoulaye Sagna, je suis médecin, Mhm. je suis au niveau du Conseil national de lutte contre le sida, chargé de la prise en charge des personnes vivant avec le VIH du CNLS. Bonjour, professeur Luis Fortes. Ah, d'accord. Donc, je comprends que c'est du Sénégal. Merci beaucoup. Voilà, merci. Merci. Bonjour. OK. Charlène Jean-Charles. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour. OK. Il est dans une librairie. Oui, oui, c'est vrai. Pas sa première fois. Merci beaucoup à notre amie Charlène, voilà, qui est dans une librairie, mais qui ne peut pas parler, mais qui prend part à nos communautés. On vous envoie des signaux, voilà, des signaux pour elle. Merci, merci beaucoup. Je vois qu'il y a beaucoup de supporters de professeurs Fortest aujourd'hui. Je vais revenir à vous tout à l'heure. La Baguibé. Bonjour, présentez-vous. La, la Baguibé. Votre micro est fermé. Océine Betty. Bonjour. Vous pouvez vous présenter, ouvrez votre micro, vous présenter. Bonjour, bonjour. Je suis docteur Hossein Bété, vétérinaire inspecteur à la direction des Mhm. pêches et de l'aquaculture au port autonome d'Abidjan. OK, merci beaucoup. Merci pour votre présence à cette session. Vous êtes au programme de COVID long. Donc, on va demander aux autres membres de la communauté, les participants. Et tout à l'heure, je vais présenter les membres de l'équipe du Hub, de notre. Donc, je suis docteur Kwasi. Nous en rejoint pour la première fois. Donc, je vais assurer la modération de cette session. Donc, nous avons des chers maîtres de notre équipe qui sont connectés. D'abord, on a notre experte, le professeur Louise Fortes, voilà, qui est l'expert de cette journée, qui va se présenter. Bonjour, professeur. Oui, bonjour, docteur Kwasi. Oui, moi, c'est le professeur Luis Fortes. En tout cas, j'ai l'honneur de partager cette séance avec vous. Je suis spécialiste en maladies infectieuses.
et je suis au Sénégal. Je suis chef de service de maladies infectieuses au niveau de la banlieue de Dakar. Donc aujourd'hui, vraiment, nous sommes tous contents d'être connectés pour partager ensemble cette problématique du COVID long associée à l'infection AVIH. Merci beaucoup, professeur. Envoyons des signaux au professeur, l'expert du jour. Donc, nous allons apprendre des uns des autres aujourd'hui. Donc, il y a également le professeur Senabou Lo qui est connecté. Voilà, c'est une experte de notre programme, mais je vais lui donner l'opportunité de se présenter avec le professeur Aïssatou Diop. Est-ce que vous pouvez vous présenter, professeur Senabou? Professeur Senabou, votre micro, vous êtes avec nous, si vous pouvez vous présenter. D'accord. Donc, professeur Kra Oufoué, président du comité scientifique de ce programme. Oui, Bonjour, professeur. bonjour, Dr. Kwasi. Bonjour tout le monde. J'ai vu aussi Dr. Conan. Mhm. Je salue d'abord le professeur Louis Fontaine. Oui, bonjour, prof. Aujourd'hui, à ce jour, pour nous a donné un coup de main très fort et je compte sur elle pour élargir, n'est-ce pas, le panel des experts au niveau du Sénégal pour renforcer donc ce programme. J'ai pas eu la chance d'être participé donc à la SAPI pour des raisons personnelles, donc j'ai pas pu rencontrer tout le monde. Et je compte sur vous pour élargir donc notre panel d'experts au niveau du Sénégal. Salut à tout le monde et surtout je vous souhaite une bonne session pour cette formation du jour. D'accord. Merci. Merci beaucoup, professeur. Nous sommes un peu pris par le temps, donc on va poursuivre. Donc, on va poursuivre par l'agenda rapidement. On va demander aux autres qui nous ont rejoints de bien vouloir se présenter dans le chat. Bien évidemment, ils ne sont pas seuls. Il y a d'autres membres de l'équipe qui sont connectés, Docteur V, Konaté, Ulrich, bon, tout ça. Aujourd'hui, ils sont toujours là. Bonjour à vous. Donc, on va aller rapidement sur l'agenda. L'agenda en diaporama, s'il vous plaît. L'agenda, voilà. Donc, concernant, nous allons tout à l'heure passer à une présentation de cas cliniques. Nous allons utiliser un pôle everywhere pour pouvoir interagir avec l'expert. On va modifier un peu peut-être l'approche, mais c'est toujours, il y aura une présentation des cas, suivie de réponses, des questions de clarification, de recommandations par notre experte. Et également, si les participants des recommandations en fait, ils pourront le formuler. Et après cela, nous allons faire une présentation didactique. Le professeur va faire une présentation didactique, poursuivre sa présentation par une présentation didactique. Et nous allons terminer aux environs de 14h05 ou 14h15, au plus tard, par le mot de clôture et puis l'évaluation. Voilà. On va rappeler rapidement les consignes. Donc, c'est de fermer vos micros comme vous l'avez fait maintenant lorsque vous ne parlez pas. Gardez votre caméra allumée tout au long de la session et positionnez votre caméra correctement avec un éclairage adéquat. Lorsqu'on vous demande de vous présenter, vous activez votre micro. Vous donnez votre nom, le nom de votre structure, le lieu de votre travail, votre pays. Lorsque vous n'avez pas la parole, lorsque vous prenez la parole, vous gardez le téléphone portable en mode silencieux s'il est près de vous. Trouvez un endroit où le débit Internet est suffisant pour pouvoir être avec nous jusqu'à la fin de cette session. Donc, pour pouvoir intervenir, utilisez les fonctions lever la main de Zoom ou bien vous pouvez également lever la main. Ne pas divulguer d'informations de santé protégées ou d'informations personnellement identifiables. Donc, tous les cas cliniques qui sont présentés au cours de nos sessions doivent se faire de façon anonyme. Diapo. Diapo. Pour les problèmes Zoom, vous allez échanger avec les IT, monsieur. Il y a 3 qui sont là.
Koulibaly, Konaté, Monsieur Akoré, ils pourront vous répondre si vous avez des soucis, hein, de son ou voilà, ils pourront vous aider. Donc, veuillez entrer, comme je l'ai dit tout à l'heure, votre nom, votre organisation, votre pays, votre adresse mail dans le chat. À la fin de la session, le lendemain, on met les présentations à votre disposition dans la plateforme IECO. Cette session est enregistrée et votre présence vaut consentement à être enregistrée. Nous délivrons deux types de certificats dans le cadre de ce programme. Un certificat de session, voilà, et puis un certificat, une attestation de session, et puis un certificat de participation à la fin du programme. L'attestation de session, c'est lorsque tout à l'heure nous allons finir la session, vous allez répondre aux questions du sondage de ce jour. À la fin, vous aurez l'attestation de session. Voilà. Pour le certificat de participation, c'est ceux qui ont pris part à au moins 75% de nos sessions. Donc, nous vous informons que les données qui sont collectées dans le cadre de ce projet, dans le chat, dans les sondages, sont utilisées pour faire des rapports, pour faire des enquêtes. Vos données personnelles restent toujours confidentielles. Merci beaucoup. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Nous sommes à la 14e session de notre programme COVID long. C'est tous les 2 jeudis que nous faisons, non, une fois par mois. Une fois par mois, autant pour moi, une fois par mois. Et souvent 2 fois par mois. Ça va dépendre du mois. Dans ce mois, nous avons 2 sessions. Donc, c'est les jeudis de 13h à 14h15. Nous allons donc commencer par la présentation du cas. Mais aujourd'hui, nous allons utiliser le Poll Everywhere. Voilà. Donc, on va mettre le lien tout à l'heure dans le chat. Monsieur Konaté, mettez le lien dans le chat. Et lorsqu'on va finir, on va vous poser des questions après le cas clinique et vous allez répondre. Et après, on va réinteragir, vous demander si vous avez des questions de clarification avant de répondre. On va vous demander, vous allez poser ces questions de clarification. S'il y a des éléments à vous donner, on va vous donner pour vous permettre de répondre à chaque question. Donc, c'est comme ça que nous allons faire aujourd'hui. Voilà. Donc, on va positionner le cas clinique. Professeur, c'est ça? Oui, on va positionner le cas clinique. Rebonjour à tous. Bonjour, cher maître, hein. En tout cas, c'est un plaisir pour moi de partager, d'animer cette session aujourd'hui, COVID long et VIH. Je ne sais pas trop, mais les collègues qui sont au Sénégal, il y en a qui n'arrivent pas à se connecter. Ils disent ils se sont inscrits, pourtant on n'accède pas au webinaire malgré l'inscription. J'ai envoyé le lien, c'est écrit préparation de la réunion. Donc je ne sais pas pourquoi. Peut-être que c'est pas je vous envoie, celui que vous envoyez aujourd'hui, envoyez-leur le lien d'aujourd'hui. Oui, Mhm. oui, pourtant ça, c'est ce que D'accord. Est-ce qu'ils sont sur nos groupes WhatsApp? Oui, Sur le groupe WhatsApp, on va mettre un lien direct là-bas pour leur permettre de venir. d'accord, ok. Donc on va commencer la présentation du cas clinique. Oui, oui, il faudra mettre le lien direct sur le groupe COVID long, là. Mhm. Donc, vous voyez mon écran? Oui, professeur, D'accord, donc je mets en mode diapo.
Voilà. Donc, on va d'abord présenter le cas clinique et après, je vous ferai une petite mise au point sur l'immunodépression et COVID, association COVID-19 et VIH, quelles sont les particularités et en terminant sur le risque de COVID-19, donc de COVID long et le VIH, avant de conclure. Donc, l'infection à COVID, hein, on sait tous, c'était une maladie émergente avec, en juillet 2025, on était à 778 millions de cas avec 7 millions de décès. Les conséquences sanitaires de l'infection à COVID, c'était vraiment une perturbation du système de santé et les personnes VIH, en tout cas, dès le début de la pandémie, ont été identifiées comme pouvant être des personnes vulnérables. Et on va voir tout à l'heure dans la présentation, est-ce qu'ils sont réellement des personnes vulnérables? Et aujourd'hui, il y a cette problématique de la prise en charge multidisciplinaire du COVID long. Donc, nous allons présenter un cas clinique. Il s'agit d'un patient, un homme, VIH, depuis 8 ans, VIH1 depuis 8 ans, de 42 ans, qui est déjà connu par nos services voilà, suivi au niveau de l'hôpital, qui était sous traitement antirétroviral depuis une année. En tout cas, il avait une charge virale indétectable 6 mois auparavant. Et il avait été hospitalisé dans un centre de traitement des épidémies 6 mois plus tôt pour une infection à COVID-19, classée comme une forme modérée, mais il n'avait pas eu besoin d'oxygène. Et l'interrogatoire a révélé qu'il avait été vacciné contre la COVID avec 2 doses. Il consulte, donc c'est un patient donc VIH, 42 ans, sous traitement, qui était en tout cas bien contrôlé virologiquement et qui a fait une infection à COVID et qui consulte 3 mois après son infection à COVID pour des symptômes suivants. Donc, il se plaint d'une fatigue persistante et invalidante, d'une dyspnée d'effort mais qui est modérée, de céphalée diffuse et de douleurs musculaires diffuses. Et la première question que je vous pose devant ce tableau clinique, est-ce que vous retenez d'emblée un tableau de COVID long? Oui, parce que ben, il a des antécédents cliniques, certes, mais sur le plan de son infection à VIH, il est stable. Non, parce que vous pensez qu'il faut éliminer d'abord d'autres causes. D'accord. Donc, professeur, vous allez arrêter votre partage, s'il vous plaît. Et puis, on va projeter le point everywhere. Donc, chers participants, voici le cas clinique qui a été présenté. La première question, qu'est-ce que vous auriez fait hein, si vous étiez devant ce tableau? À quel diagnostic auriez-vous pensé? Voilà. Donc, il y a le lien dans le catch. Donc, vous pouvez scanner comme répondre directement. Au fur et à mesure, on verra les réponses. Si vous avez besoin des questions de clarification pouvant vous aider à répondre à cette première question, c'est le moment hein, de lever la main pour poser votre question de clarification. Est-ce que vous avez besoin de d'autres informations en plus de ce que le professeur a donné sur le patient qui pourrait vous aider hein, à faire votre choix par rapport à la première question qui est posée? Je rappelle que, donc, avez-vous des questions de clarification à poser avant de répondre, pour vous aider à répondre? Chers participants, on vous attend. Est-ce que tout le monde a vu le lien? Il y a certains qui ont des difficultés à utiliser le lien. Faites-nous signe. S'il vous plaît, utilisez le lien pour répondre. Je vois que cliquez sur le lien qui a été partagé pour pouvoir répondre aux questions. D'accord. Il y a un oui qui est dans... Konaté, tu peux remettre le lien rapidement? Voilà. Donc, devant ce tableau clinique, retenez-vous d'emblée le diagnostic de long COVID. Tout à l'heure, on va vous donner la parole à certains.
Pourquoi? Voilà, le lien est dans le chat. Donc, un patient de 42 ans qui vivait avec le VIH depuis 8 ans, mais qui a été mis sous traitement seulement depuis 1 an, sous traitement ARV. Il a eu un épisode de COVID-19 modéré, voilà, et il a reçu 2 doses de vaccin contre la COVID-19. Donc, 3 mois après son épisode de COVID-19, il a consulté, il est venu consulter pour des signes qui persistent, des signes à type de fatigue, de dyspnée d'effort, de céphalée diffuse et de douleurs musculaires diffuses. Donc, devant ce tableau, qu'auriez-vous fait? À quel diagnostic pensez-vous? Donc, 76% ont répondu non, il faut éliminer d'autres causes. Et 24% ont répondu oui devant les antécédents cliniques et la stabilité de l'infection à VIH. On vous attend, on vous accorde encore quelques minutes. Voilà. Est-ce que devant ce patient, vous allez éliminer d'autres causes ou bien vous allez d'emblée poser le diagnostic de long COVID? Avez-vous besoin de certains éléments qui pourraient vous orienter? Donc, c'est le lieu de poser des questions de clarification. Si vous avez des questions de clarification à poser, pour pouvoir vous aider dans la réponse. Donc, on va s'arrêter tout à l'heure. C'est bon, donc 74%, on retient que 74% de la communauté a répondu non, il faut éliminer d'autres causes. Donc, Monsieur Konaté, vous pouvez arrêter. Et puis, on va se tourner vers la communauté. Est-ce que parmi ceux qui ont répondu non, est-ce que vous pouvez, il y a certains qui peuvent lever la main pour dire pourquoi, avant que le professeur ne puisse conclure? Allô? On vous attend. Ceux qui ont répondu. Isabelle, vous avez répondu oui. Pourquoi? Docteur Isabelle, ouvrez votre micro. Bonjour, docteur Poitier. Bonjour à tous. So, oui. Moi, j'ai répondu non. D'accord. Vous avez répondu non? Oui. D'accord. OK. Donc, pourquoi vous avez répondu non? J'ai répondu non parce que je trouve qu'il n'y a pas assez d'éléments pour conclure que c'est COVID. Non, on a besoin d'autres informations, éliminer d'autres causes. D'accord. Vous avez besoin de quel type d'information? Comme ça, si ça existe, le professeur va vous donner ou non. Vous voulez poser une question de clarification? Oui, oui. Allez-y. Moi, j'aimerais savoir si au-delà de VIH et COVID, est-ce qu'on a eu à faire d'autres examens? D'accord. Donc, on prend bonne note. Le professeur va vous aider tout à l'heure. Donc, professeur, on vous donne la main par rapport à cette Merci. première question. Oui, donc par rapport à cette première question, je pense que je suis du même avis que les 64, voilà, 74% qui ont répondu que voilà, il faut quand même, devant ce tableau clinique, c'est vrai, hein, c'est un patient a priori. Les résultats qui nous sont présentés, c'est que c'est un patient qui serait stable. Il est déjà sous traitement antirétroviral, mais en mon sens, ce serait quand même un peu trop prématuré de conclure un diagnostic de COVID long. Même si on a, en tout cas, les dernières données que nous avons faisaient état d'une stabilité de l'infection à VIH.
On va passer à la deuxième question. Quel diagnostic devez-vous systématiquement évoquer et éliminer chez ce patient VIH avec fatigue dyspnée, céphalée persistante après son infection à COVID? D'accord. On a mis encore le lien. Donc, utilisez le lien pour pouvoir répondre à la question. Maintenant, si vous avez des questions de clarification à poser pour vous orienter dans le choix, vous pouvez lever la main et poser votre question de clarification. Donc, les réponses, c'était pneumocystose, tuberculose, méningite cryptococcique, toxoplasmose, COVID long, toutes ces réponses. Voilà. Donc, on vous attend, chers participants, on vous attend pour vos réponses. Allez, si vous avez des informations dont vous avez besoin pour vous aider dans votre réponse, vous pouvez lever la main et poser votre question. On vous attend, on vous attend. Donc, quels sont les diagnostics que vous allez éliminer systématiquement chez ce patient-là? Docteur Richard, posez votre question de clarification. Allez-y, ouvrez votre micro. Docteur Richard, votre micro est fermé. Vous avez la main levée. Monsieur Oui. Richard, ok, allez-y. D'accord. Allez-y. Merci beaucoup pour la parole. Oui, et ma question de clarification concerne plutôt le diagnostic. C'est un diagnostic à évoquer ou bien c'est un diagnostic d'élimination? Donc, Monsieur Richard voulait savoir si c'est un diagnostic d'élimination ou bien un diagnostic que on dit évoquer et éliminer. Oui, Professeur. Oui, et à évoquer voilà. et ensuite qu'on peut évoquer et retenir, qu'on peut évoquer et éliminer. Peut-être on aurait dû dire juste quel diagnostic devez-vous systématiquement évoquer. D'accord. Éliminer, ça veut D'accord. dire qu'on retient a priori, on sait que c'est un cas clinique de COVID long, mais si on doit reformuler, peut-être vous avez raison, c'est quel diagnostic devez-vous systématiquement évoquer chez ce patient avec fatigue dyspnée et céphalée D'accord. persistante? Merci beaucoup, cher maître. Merci. Très Merci, bonne on vous remarque. attend, on vous attend, on vous attend. Voilà, D'accord. on Merci vous beaucoup, cher attend, maître. on vous attend. Merci. Ok, 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 ok. On voit que la toxoplasmose est orpheline. Parmi les réponses. Ok. D'autres questions de clarification pour vous aider. Je suis patient PV-VIH. C'est vrai qu'il est sous traitement, qui a fait également un COVID. 3 mois après, il a des signes persistants. N'oubliez pas la définition du COVID long. Voilà. Et quels sont les diagnostics que vous devez systématiquement éliminer ou évoquer chez ce patient immunodépressif? OK. On continue? D'accord, on va vous laisser encore quelques secondes. Si vous avez besoin de questions de clarification, on vous attend, on vous attend. On vous attend les questions de clarification. C'est important, ça peut vous aider dans votre choix. Donc, pour le moment, on voit 33%, 33% qui ont opté pour toutes ces réponses. Ensuite, 17% de pneumocystose, 17% de COVID long, 8% de méningite cryptococcique. Malheureusement, 0% de toxoplasmose, 42%. On vous attend, ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Si vous avez besoin d'informations complémentaires, vous pouvez lever la main pour poser votre question de clarification. Voilà. Donc, on va donc s'arrêter là, comme le temps passe. Donc, en tout cas, merci, bravo, bravo, bravo. On envoie des signaux. Bon, félicitations à tous ceux qui ont participé. Voilà. Donc, professeur,
Merci. En tout cas, je vois que par rapport aux hypothèses, différentes hypothèses diagnostiques, en tout cas, qu'il fallait évoquer chez ce patient, donc la pneumocystose, hein, j'ai vu qu'il y avait une part importante pour la pneumocystose. Là, je pense qu'on est tous d'accord. C'est un patient terrain VIH qui vient dans un tableau de Disney. Donc, il est en droit d'évoquer, éventuellement d'éliminer ou de confirmer un tableau de pneumocystose. La tuberculose également, première infection opportuniste hein, dans nos contextes, hein, qui peut survenir même en dehors de toute immunodépression, Mhm. qui peut survenir même en dehors de toute immunodépression, la méningite cryptococcique. J'ai vu que la toxoplasmose était Ah, pas c'est évoquée. dommage. Voilà, je pense que la toxoplasmose, quand même, il fallait l'évoquer, même si on nous dit classiquement. En fait, il faut juste savoir que le tableau de toxoplasmose, on a le tableau classique. Le tableau le plus fréquent, c'est l'abcès toxoplasmique qui donne le déficit moteur avec un syndrome d'hypertension intracrânienne, des signes de localisation neurologique. Mais on a également pour la toxoplasmose d'autres formes cliniques de la toxoplasmose, notamment une encéphalite toxoplasmique qui ne donnera pas forcément un tableau de déficit moteur. Donc, des céphalées qui persistent depuis 3 mois chez un patient VIH, en tout cas, il faudra évoquer les infections opportunistes à localisation neurologique, entre autres la toxoplasmose cérébrale. Et le COVID long qui, bien évidemment, ne peut être qu'un diagnostic d'élimination. Donc, ce qui est plausible par rapport à la fatigue, l'asthénie pour le COVID long, c'est très fréquent et c'est fluctuant. La dyspnée, la toux, ça peut être, dans le cadre du COVID long, ça peut être des séquelles respiratoires post-COVID, mais également des infections opportunistes à éliminer. Une pneumopathie à germe banale, une tuberculose pulmonaire, une pneumocystose. Pour les céphalées, on sait que dans le cas des infections virales, on peut avoir certaines neurologiques post-infection virale avec des céphalées séquelaires, mais il faut éliminer les infections opportunistes, entre autres la toxoplasmose. Et myalgie, arthralgie, on sait que ce sont des séquelles également qui sont fréquentes après des infections virales. Mais dans le cas de l'infection à VIH, on peut avoir des myopathies qui sont liées au VIH ou bien qui sont liées à des traitements. Au vu des consultations, des motifs de consultation que présente le patient, quelles sont les informations que vous allez rechercher à l'interrogatoire et à l'examen clinique? Et là, j'ai mis sur cette diapositive un peu des informations pour nous rappeler les motifs de consultation. Donc, c'était fatigue persistante, dyspnée à l'effort, céphalée diffuse et également douleur musculaire. Donc, quelles sont les informations que vous allez poser comme question à l'interrogatoire et à l'examen clinique? Et je pense que pour cette question, il n'y avait pas de, je pense que, oui, il n'y avait pas de réponse. Donc, je pense Voilà, que quelqu'un doit ouvrir le micro et répondre. c'est ça. D'accord, on vous attend. On vous attend au vu de toutes les informations que vous avez déjà reçues. Voilà. Donc, quels sont les éléments que vous allez rechercher à l'interrogatoire et à l'examen clinique? On rappelle que c'est un patient qui est séropositif, séropositif depuis, il vit avec le VIH depuis 8 ans. Il a été mis sous traitement seulement il y a 1 an. Il a fait un COVID modéré. Voilà. Ensuite, il a été vacciné contre la COVID-19. Et 3 mois après sa crise, sa crise aiguë, il a présenté des signes persistants à type de fatigue, dyspnée, céphalée diffuse et douleur musculaire diffuse. Donc, quelle autre information avez-vous besoin? Et puis, qu'est-ce que vous allez rechercher à l'examen clinique? Donc, Tarimat Saïd. Tarimat Saïd. Oui, bonjour. Oui, est-ce que vous pouvez vous lancer? Bonjour. Pardon? Est-ce que vous pouvez vous Allô? lancer? Oui, on vous entend. Est-ce que vous avez compris le cas Ah, clinique qui a été présenté? Oui, non. d'accord. Vous venez de vous connecter? OK. Docteur Je vous attends. Frédéric,
crois qu'elle a des soucis de connexion. Donc, vous pouvez écrire dans le chat, Tariq, si vous pouvez écrire dans le chat si vous avez une réponse. Oui, Frédéric, allez-y. Bonjour à tous. Bonjour. J'espère qu'on me reçoit. 5 sur 5. Oui. OK. Je pense que tous ces éléments qui sont cités ici sont des éléments sur lesquels on doit s'accentuer. Vu l'explication de notre expert, vu les modalités qu'elle a avancées concernant les toxoplasmoses, la pneumo et autres, bon, je pense qu'on peut s'accentuer sur tous ces éléments qui sont cités là. Voilà. Qu'est-ce que vous allez demander encore? Quelle autre information vous pouvez demander à En l'interrogatoire? plus de cela, quoi. Mhm. D'accord. Pour vous Peut-être aider on peut, dans votre prise en charge. pour m'aider dans la prise en charge, Mhm. bon, je vois pas, peut-être que faire des examens de sang, je sais pas. On Mais n'est pas encore avant, arrivé, Bien, oui. bien une radio pour voir l'état aussi des poumons ou autres. D'accord. oui, Mhm. mais avant d'arriver à la radio, ben, je suis en salle de consultation. Je suis la D'accord. patiente, je viens, je vois mon médecin et je lui dis que ben, je suis fatiguée. Quand je marche, j'ai des difficultés pour respirer, j'ai des maux de tête, j'ai des céphalées et j'ai des douleurs musculaires. Quels sont les Qu'est-ce qu'on doit poser déjà à l'interrogatoire? Quelles sont les informations qui seraient importantes d'avoir déjà à l'interrogatoire et même déjà à l'examen du patient, avant même de passer, parce que je ne vais pas passer du symptôme à la prescription des examens paracliniques, parce que j'ai besoin quand même d'être orientée un peu par rapport aux signes cliniques. D'accord. On peut par exemple chercher à savoir à quel moment il ressent plus ces types de fatigue et à quel moment il a ces dyspnées qui sont accentuées OK? pour être mieux orienté. Oui, Voilà. tout à fait. Ok, merci. Merci. Autre personne? À quoi auriez-vous pensé? Pour poser la question. Je fais un clin d'œil. Je vais À prendre nos au amis hasard, d'ici. hein. Oui. Ah. Je vous laisse prendre le micro. Je vais pas vous interroger. Ici, c'est pas la classe, hein? C'est ça. On apprend des aides des Exactement. autres. Voilà. Exactement. Si vous Donc, avez je ce pense patient que devant vous, voilà, allez-y. On est là pour apprendre, hein? On est là pour apprendre. Là-bas, Guibé. Docteur? Professeur? Oui, allez-y. oui. Oui, bon, c'est Georges. Et à l'interrogatoire, je pense que je pouvais aussi rechercher la notion de voyage. Vous Qu'est-ce que m'entendez? c'est? Oui, La on vous notion de entend. voyage. Oui, je voulais rechercher la notion de voyage, peut-être s'il était dans bon, le voyage par rapport à des zones où peut-être on peut avoir le Covid. Et les douleurs musculaires et puis des céphalées, euh, oui, aussi par rapport à cette atteinte pulmonaire. Je pouvais rechercher aussi la notion de la cohabitation, étant donné que c'est un patient terrain VIH, la notion de cohabitation avec les animaux domestiques tels que les chats. Oui. Oui. Par rapport à On ce est que là vous... pour Oui, Mhm. Oui, je peux... oui, et Oui, allez-y, aussi, professeur. oui, et aussi la notion, donc, toujours au niveau des antécédents, s'il y avait une notion d'une pneumopathie acquise à la communauté antérieurement. Je sais pas. Merci pour ces différentes réponses. Oui, je pense que ce serait quand même important de savoir si le patient a eu des antécédents d'infection pulmonaire récente. Par rapport à la notion de voyage, je pense qu'au début de l'épidémie, c'était important, mais aujourd'hui, on est dans un contexte de pandémie. Donc, je ne pense pas que le fait de lui poser cette question va apporter quelque chose en plus.
vu qu'on était la pandémie, partout, tous les pays avaient notifié des cas de COVID. Vous avez parlé du chat. Je pense que par rapport au chat, vous pensez beaucoup plus à la toxoplasmose. Euh, Ce ne sera pas une infection toxoplasmique, voilà. C'est le plus souvent, la plupart des personnes qui ont eu affaire, c'est un antécédent. C'est un antécédent très lointain et on ne sait même pas, c'est pas forcément. C'est vrai qu'il y a le contact avec le chat, mais ce n'est pas le mode de contamination par rapport à la toxoplasmose, hein. On sait également la consommation de viande non ou mal cuite, de légumes également, de fruits et légumes, surtout de légumes qui n'ont pas été désinfectés, qui n'ont pas été lavés correctement. Avec tout ça, c'est vraiment les modes de contamination de la toxoplasmose. Donc, dans ce contexte d'un patient qui est VIH, le fait que vous sachiez s'il vit avec un chat, je ne pense pas que ça puisse nous permettre, en tout cas, d'évoquer a priori le diagnostic ou d'infirmer le diagnostic de toxoplasmose. Ça, c'était quelques commentaires que j'avais par rapport, en tout cas, aux deux informations que vous alliez poser aux patients. Georges, Sœur. Georges, oui, chez ce patient qui est là, que vous recevez à la consultation, quelles sont les informations complémentaires? Les informations complémentaires par rapport aux différents motifs des consultations, professeur. Oui, c'est ça. C'est quoi? Mon cas clinique est compliqué, oh? Non, rappelez Bon, un peu. en fait, prof, là, bon, moi, je vous ai rejoint un peu en retard. Je n'avais pas suivi Oui, hein, oui, c'est l'introduction. vrai, vous vous êtes Oui, connecté. oui, Oui, c'est eux qui avaient le problème de oui, connexion. En fait, c'est un patient de oui, 42 ans, un homme qui a oui. déjà eu à faire une infection à COVID, une COVID forme modérée, et qui était sous traitement Mm. antirétroviral, avec dernière charge virale indétectable il y a à peu près 6 mois de cela, et qui a eu à faire une infection à COVID, et qui est reçu en consultation 3 mois après l'infection à COVID pour ses motifs de consultation. Donc, fièvre, fatigue, dyspnée d'effort, céphalée, douleur musculaire diffuse. C'était ça le tableau clinique. Comme ça, je résume également pour les personnes qui se sont connectées un peu en retard. Et la question, c'était quelles sont les informations que vous allez complémentaires que vous recherchez à l'interrogatoire et à l'examen du patient. Il y a une question dans le chat. Il y a quelqu'un qui dit Oui. qu'il va demander la situation matrimoniale de ce patient. Oui, c'est un patient qui est célibataire. Oui, OK. professeur, par rapport aussi à son calendrier vaccinal, je ne sais pas si on peut aussi rechercher la notion de vaccination contre les pneumocoques. Bon, les deux cas, souvent, chez les patients comme ça, on recherche s'il y a la présence d'une cicatrice. Aussi la notion de la vaccination contre les SARS-CoV-2, je ne sais pas. Oui, il a été Oui, vacciné. oui, Il n'est pas vacciné contre le pneumocoque. Par contre, il est vacciné. oui. Il a reçu 2 doses pour la COVID. Donc, il y a Emilienne Mbouchak qui a la main levée. Allez-y. Je pense qu'on devrait aussi rechercher est-ce qu'il y a notion de taux. Est-ce que le patient peut vérifier son alimentation, son alimentation et aussi ce qu'il fait comme activité. Ce sont des volets qu'on ne devrait pas négliger. Je ne sais pas si vous êtes en accord avec moi. Oui, je voudrais juste que vous précisiez votre réponse. Alimentation, quelle alimentation? Parce que par rapport à ce qu'il présente, vous aviez parlé de la toux, je pense. Mhm. Oui, oui, elle a parlé de Oui, la toux. oui, je pense que je suis tout à fait d'accord avec vous. Un patient qui vient pour une dyspnée, et comme on nous dit à chaque fois qu'on a un signe, on recherche tous les autres signes qui appartiennent, entre guillemets. Nous, on emploie ici le terme de tiroir. Donc, c'est tous les signes en rapport avec le tableau respiratoire. Donc, c'est la dyspnée, c'est la toux, est-ce qu'il y a un patient a une hémoptysie, est-ce qu'il a une douleur thoracique?
Et je suis d'accord avec vous qu'on devrait poser en tout cas ces questions-là. OK. Ça, je suis d'accord avec vous. Je vois que Aminata Maïga demande s'il y a des signes neurologiques et quels sont les signes neurologiques que vous allez chercher. Je suis d'accord, oui, mais moi, je suis le patient. Si vous me dites signes neurologiques, je ne vais pas vous répondre parce que je ne sais pas. Déjà, le mot neurologique ne me dit rien. En pratico-pratique, quelles sont les questions que vous posez aux patients? Mhm. Parce que quand on dit l'interrogatoire, n'oublions pas qu'on s'adresse à un patient. Donc, si on s'adresse à un patient, il faut que la terminologie soit assez simple. Mhm. Aminata Maïga, qui a posé la question sur les troubles neurologiques. Vous pouvez ouvrir votre micro et puis prendre la parole. Les participants, qu'est-ce que vous auriez fait? Vous étiez devant ce cas. On est là pour apprendre, hein? Ce sont des pratiques. En pratique, voilà. Donc, il n'y a pas de réponse fausse. Voilà. On est là pour apprendre. Oui, Dr. Oumar Keïta. Et puis après, on va prendre Monsieur Camara. Oui, Qui, voilà. Allez-y, Dr. Oumar. Ouvrez votre micro, Dr. Oumar. Vous avez votre micro ouvert. Attends que je... Dr. Oumar, on ne vous entend pas. Le micro, oui. Le micro, je ne sais pas s'il a son micro ouvert. Donc, monsieur, on va donner la parole pour gagner en temps. Allez-y. Répondez, s'il vous plaît, professeur. Allez-y. Oui, excusez-moi pour le temps. En fait, c'est de savoir est-ce que ce malade a souvent des troubles de mémoire, est-ce qu'il est raisonnable dans ce qu'il fait, est-ce que enfin, sa parole, le langage aussi n'est pas atteint. C'est peut-être des questions de ce genre qu'il faut peut-être poser aussi pour savoir si la personne a des altérations de certaines fonctions cérébrales, en fait. C'est ce que je pense. Ou est-ce que la personne est confuse ou pas? Mhm. Oui, je pense que c'est une très bonne réponse, hein. C'est-à-dire, vous voulez un peu évaluer, est-ce que le patient a des troubles neurocognitifs, est-ce qu'il y a des troubles de la mémoire, est-ce que les fonctions neurologiques supérieures, voilà, est-ce que ces fonctions-là sont normales? Je suis d'accord avec vous. Il y a monsieur Camara, Gopuno, hein, qui voulait poser aussi. Je pense que... Oui, ok. Allez-y. Oui, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez, hein. Oui. Voilà, pour des raisons techniques, ma caméra ne sera pas disponible, donc vous allez m'en excuser. Et c'était pour. Je reprends au nom de Dr. Camara Gopuna. Je suis infectiologue de Guinée. Voilà. Et c'était pour donner mon petit avis par rapport à la troisième question. Voilà, ce que vous avez demandé, voilà, de savoir à l'interrogatoire qu'est-ce qu'on aimerait savoir et en plus à l'examen clinique. Et il y a quand même des éléments importants à rechercher là. Voilà, et ce genre de patient qui vient avec une fatigue persistante de dyspnée à l'effort modéré, céphalée diffuse, douleur musculaire, avec ses antécédents de Covid, voilà, sur un terrain d'immunodépression bien que stable. Et moi, ma première question, c'est même si la charge virale n'est pas détectable, c'est de savoir est-ce qu'elle a été observée durant tout ce temps. C'est ma première curiosité. Est-ce qu'il n'y a pas eu de saut dans les brises? Est-ce qu'il n'a pas été victime d'intoxication, soit alimentaire, soit d'autres choses, voilà. Et son environnement, il faut le vérifier. Il y a plusieurs causes environnementales qui peuvent donner ces fatigues musculaires-là. Est-ce que, à part le Covid, il n'a pas fait de maladies respiratoires aiguës comme une grippe simple, les bronchites et autres dans ces dernières semaines? Voilà.
est-ce qu'il se connaît cardiopathe ou pas? Il a plus de 40 ans et les cardiopathistes se sont rajeunis. Voilà, donc son âge ne l'exclut pas. Ce qui veut dire qu'à l'examen clinique, je vais rechercher tous les signes qui peuvent être en rapport avec ces signes, comme la dyspnée, par exemple, qui peut être un signe d'anémie. Est-ce qu'il n'y a pas de pâleur? Il faut que je recherche s'il n'y a pas de signes secondaires cutanés liés aux opportunistes, voilà, et les adénopathies. Et ensuite, à l'examen biologique, il faudra voir toutes les fonctions vitales, comment fonctionnent les reins et le foie. Voilà. Et quand on a toutes ces réponses, je crois que toutes ces réponses se réunissent avec un électrocardiogramme, bien sûr, hein, voilà, une radio pulmonaire, tout ça nous permettra de tirer une bonne conclusion pour dire voilà, et après tout, je pense que c'est Covid long ou alors il y a d'autres pistes d'investigation. Donc, je pense qu'il y a plein de choses à rechercher là, il y a plein de points de curiosité là en réalité. Voilà. Merci bien. OK. Donc, professeur, vu que le temps passe, je pense qu'on va dire merci à tous les participants qui ont posé des questions. Envoyez vous-même, à vous-même des signaux. Félicitations. Et puis, le professeur va poursuivre. Voilà. Oui, merci en tout cas pour toutes les personnes qui ont répondu. Je pense que déjà, merci également à la dernière intervention. Chaque signe fonctionnel doit faire l'objet de questions complémentaires pour essayer de mieux comprendre. Déjà, je pense une des questions qui est très importante, ce tableau clinique, on ne sait pas, on ne nous a pas dit s'il y a de la fièvre ou pas. Si on regarde toutes les hypothèses que nous avons évoquées, notamment la tuberculose, la cryptococcose, quand même cette notion, la notion de fièvre, quels sont les signes associés? Le patient, est-ce qu'il a perdu du poids? Ça, c'est également extrêmement important. Quelqu'un tout à l'heure a parlé de, excusez-moi, je ne peux pas retenir les noms, de l'état nutritionnel, de la fatigabilité. Et ensuite, l'appareil respiratoire, tous les autres signes cliniques. La liste n'est pas exhaustive. Cette dyspnée, est-ce que c'est une dyspnée qui est seulement d'effort ou bien même elle est là au repos? Toutes les caractéristiques de la toux que nous savons très bien, on va examiner le patient, on va prendre la saturation à l'oxygène, dans la saturation en oxygène à l'air ambiant. On peut même évaluer, si on a une bonne saturation, on peut faire l'épreuve de la marche, que nos collègues pneumologues connaissent très bien, de la marche des 6 minutes pour voir est-ce que le patient, il va désaturer à l'effort. C'est-à-dire qu'on prend la saturation, c'est à 95% et on le fait marcher pendant 6 minutes et on regarde est-ce qu'il y a une désaturation à l'effort. Tous les autres signes cliniques, la douleur thoracique, l'hémoptysie. J'aime bien tout à l'heure la remarque, je pense que c'est docteur Maïga qui disait qu'il va poser comme question les antécédents. Les antécédents, est-ce que le patient il a une cardiopathie? Parce que dyspnée, c'est vrai qu'on va se dire que ça se rapporte à l'appareil respiratoire, mais pas uniquement à l'appareil respiratoire, ça peut se rapporter également à l'appareil cardiovasculaire. Donc, c'est bien de savoir ce que le patient, en plus du VIH, est-ce qu'il est hypertendu, est-ce qu'il est sous traitement antihypertenseur. Sur le plan neurologique, le patient, il a des céphalées. Est-ce que c'est des céphalées? C'est vrai qu'on a dit que c'est des céphalées diffuses, mais également, est-ce qu'il y a les autres signes associés aux céphalées? Les autres signes associés aux céphalées, ce sont les vomissements. Est-ce que le patient, il a un tableau de vomissement? Est-ce qu'il y a un lien entre les céphalées et les vomissements? Est-ce qu'il a une photophobie? Parce qu'on nous a juste 6 céphalées. Est-ce que vraiment ces céphalées sont augmentées par la lumière, donc la photophobie? Et ensuite, on va examiner notre patient, on va rechercher est-ce qu'il y a un déficit moteur. Quand on va examiner le patient, on va rechercher est-ce qu'il y a un déficit moteur, est-ce qu'il y a une raideur de la nuque. On va rechercher tous ces signes cliniques. Et l'examen, ce patient également nous parle de douleurs musculaires, je pense. Donc, il faudra faire un examen musculaire. Déjà, à l'interrogatoire, essayer un peu de dire quels sont
quelles sont les circonstances d'aggravation de ces douleurs musculaires? Est-ce que c'est accentué par la marche? Est-ce qu'il y a en plus, puisque c'est l'examen ostéo-articulaire, donc est-ce qu'il y a une atteinte au niveau articulaire? Lorsqu'on va examiner, on va déjà lui poser la question à l'interrogatoire, est-ce qu'il a des douleurs au niveau articulaire? Et également, on va examiner à l'examen clinique, on va rechercher s'il y a une raideur articulaire, on va évaluer la force musculaire. Et bien évidemment, l'examen cardiovasculaire, comme j'ai eu à le dire, c'est un patient qui présente une dyspnée. La dyspnée n'est pas forcément égale à atteinte pulmonaire. Ça peut être également une atteinte cardiovasculaire. Donc, est-ce qu'il y a à l'interrogatoire, est-ce qu'il y a des palpitations, est-ce qu'il y a une tachycardie? Et également, on va examiner de façon complète ce patient-là. Très bien. Tout à l'heure également, parmi les interventions, quelqu'un a dit, ben, 6 mois, en 6 mois, plusieurs choses peuvent se passer. C'est pas parce que le patient a une charge virale indétectable qu'on se dit que, voilà, il l'a pris, je pense que 6 mois, il faudrait quand même s'enquérir de l'observance au traitement durant les 6 derniers mois. Les examens paracliniques qu'on demandera, que nous allons demander chez ce patient, on a une atteinte pulmonaire, on a une atteinte neurologique, nous avons une atteinte ostéo-articulaire, cardiovasculaire, le traitement. Les examens paracliniques, elles sont nombreuses, hein. Je pense que quelqu'un tout à l'heure a parlé également d'une radiographie pulmonaire, hein. On peut faire également l'examen neurologique, on parle de céphalée, donc une ponction lombaire puis s'il n'y a aucun signe de localisation neurologique, une ponction lombaire. On peut également demander un scanner, l'examen ostéo-articulaire. Si à l'examen clinique, il n'y a pas tellement d'anomalies, ce n'est pas la peine de demander des examens paracliniques. Mais par contre, s'il y a des anomalies, une raideur articulaire, des anomalies, on peut demander des radiographies. L'examen cardiovasculaire, ça va commencer par l'ECG. Pour voir s'il y a des anomalies à l'ECG, on peut même compléter avec une échographie cardiaque. Le traitement antirétroviral, ce qu'on peut demander, c'est la charge virale. Résultat des courses après investigation clinique, il s'avère que c'était un patient à l'examen clinique, c'est un patient qui était apyrétique, la conscience était claire, un indice de masse corporelle qui était normal. À l'interrogatoire, il n'y a eu pas de perte de poids significative. Il est constante, il avait une saturation il avait une fréquence respiratoire qui était à 18 cycles par minute, donc normal. Une saturation en oxygène qui était à 96% à l'air ambiant, un pouls qui était régulier à 84 battements par minute et une tension artérielle qui était à 12,7. L'examen, globalement, était normal, qu'il s'agisse de l'examen cardiopulmonaire, de l'examen neurologique et également de l'examen musculo-squelettique, sauf qu'il y avait des douleurs musculaires diffuses seulement à la palpation, surtout au niveau des cuisses et au niveau des épaules. Par contre, tout le reste, examen cardiopulmonaire, neurologique était normal. Nous avons fait également des examens paracliniques. La numération, la CRP était normale. On a fait une radiographie pulmonaire qui était revenue normale. On est même allé jusqu'au scanner. On a fait un test urinaire, le TB-Lab urinaire, qui est un test qui met en évidence, qui détecte la lipoarabinomanane, qui est un constituant du mycobacterium qu'on peut détecter au niveau des urines. Donc, ce test était négatif, autant pour moi, c'était pas positif, c'était négatif, hein. L'examen, on a fait une ponction lombaire quand même qui est revenu négatif. L'IRM cérébral également était revenu normal, le CG normal, la charge virale était indétectable et son taux de CD4 était à 400. En résumé, c'est un examen clinique globalement normal, dominé par asthénie, myalgie. Cliniquement, à l'examen clinique, on n'avait pas de signes d'infection pulmonaire, en tout cas ni focale, d'atteinte focale, avec une exploration paraclinique quand même qui était normale. Et quand je dis normal, vraiment, on a pris on s'est donné la latitude d'aller jusqu'au scanner thoracique et aller jusqu'à l'IRM cérébral. Et finalement, on a retenu, en tout cas comme diagnostic, le diagnostic le plus probable, un tableau de COVID lent. Sur le plan thérapeutique, c'est un patient chez qui nous avons préconisé un repos adapté avec une reprise de l'activité physique. Avec la dyspnée, nous avons préconisé une kinésithérapie respiratoire en surveillant bien évidemment l'oxygénothérapie. Pour les céphalées, juste donner des antalgiques et voir également un peu le sommeil, l'hygiène en tout cas par rapport au sommeil, les 8 heures de sommeil, avec avoir une bonne hydratation.
Et pour les myalgies, on a préconisé des antalgiques simples et une kinésithérapie douce avec des étirements et une activité physique adaptée. Donc, l'infectiologue a continué à suivre, nous avons continué à suivre le patient avec une évaluation régulière de sa charge virale des CD4. Le pneumologue également, avec une surveillance de sa fonction respiratoire. Le neurologue, parce que les céphalées quand même ont persisté. Et la kinésie respiratoire avec le renforcement musculaire. Donc, voici présenter le cas clinique. Je vais essayer rapidement euh, de faire une petite mise au point sur l'immunodépression, la COVID. C'est vraiment une problématique dès le début et on sait que l'immunodépression, elle peut être due à plusieurs facteurs qui influencent, en tout cas qui affectent les défenses immunitaires. Ça peut être les maladies, ça peut être un traitement, ça peut être une situation particulière. Dans le cas d'espèce, c'était l'infection à VIH, mais on sait que le traitement corticothérapie au long cours, une immunodépression, les sujets âgés sont autant de facteurs qui influent l'immunodépression. Et on sait que dès le début, avec l'infection à COVID, on s'est interrogé à savoir, et ce qu'on a remarqué, c'est que les patients immunodéprimés par le diabète, les patients qui avaient certains tableaux, avaient un risque accru de faire des formes sévères parce que du fait que la réponse immunitaire, elle est altérée et parfois ces patients-là ont un diagnostic qui est plus difficile parfois avec des tableaux qui sont atypiques, masqués et une charge virale. Même à la longue, on a prouvé que la charge virale pouvait rester beaucoup plus élevée et également qui augmentait la contagiosité. Les études ont montré également que la vaccination reste fortement recommandée, en tout cas les recommandations vaccination et COVID, que ces patients immunodéprimés doivent être vaccinés, même si la réponse elle est parfois moins robuste. Et qu'aujourd'hui, on sait que dans les recommandations, que les anticorps monoclonaux, il y a des antiviraux qui sont même préconisés pour éviter l'évolution vers la sévérité. C'est-à-dire qu'un patient aujourd'hui diabétique, un patient qui a un tableau d'immunodépression, avant même qu'il ne présente des formes sévères, il y a des antiviraux qu'on peut donner. L'exemple du Paxlovid, qu'on connaît beaucoup plus, donc le Nirmatrelvir et le ritonavir, associé au ritonavir, ou les anticorps monoclonaux qu'on peut donner chez ces patients qui ont un risque d'avoir des formes sévères. On sait que l'infection à VIH, ça c'est quelque chose que nous connaissons déjà, on sait que l'infection à VIH est associée à une diminution du taux de CD4, aussi bien qualitative mais également quantitative, mais que l'infection à VIH est associée à une dysrégulation immunitaire du fait de l'hyperactivation chronique du système immunitaire qui va à la longue entraîner un épuisement des cellules T, une perturbation des lymphocytes B et de la production d'anticorps et une défaillance de l'immunité innée et une immunodépression progressive. On sait que cette immunodépression, c'est non seulement la quantité de CD4, mais également même la qualité des cellules immunitaires, de leur action, de leur capacité à produire des anticorps. Donc, ce qui fait que les patients VIH ont une susceptibilité accrue à l'immunodépression, mais également même une susceptibilité par rapport à certains cancers. Et dès le début de la pandémie à COVID-19, on s'est dit, est-ce qu'il n'y avait pas une particularité de la COVID chez les patients VIH? Et ça a quelques études qui ont montré que les patients VIH pourraient avoir une vulnérabilité par rapport au VIH. Il faut d'emblée dire quand même, je vois qu'il y a une diapo qui a sauté, les études, elles sont vraiment controversées. Il y en a qui disaient qu'ils sont plus vulnérables, d'autres qui disaient qu'ils sont moins vulnérables. Ça, c'est les résultats d'une méta-analyse. Ça, c'était tout au début de la pandémie. Et ce qu'on montre, en fait, cette étude, si je peux résumer, c'est qu'on constatait que la prévalence VIH était plus élevée chez les patients infectés par la COVID par rapport à la population générale. Et la mortalité, par exemple, dans cette étude, était de 14%. Et on sait que globalement, la mortalité de l'infection à COVID, on est à moins de 1%. Ça, c'est une étude également qui a été faite durant la COVID. Et qu'est-ce que ça a montré? Que la probabilité d'être hospitalisé, de décéder du fait de l'infection à COVID était environ 38% supérieure chez les patients infectés par le VIH.
Et ça, c'est une dernière étude en 2022. Je pense que c'était l'étude la plus récente que j'ai eu à trouver, et où ils ont fait une méta-analyse, 43 études avec une prévalence du VIH qui était à 1,3%. Et qu'est-ce qu'ils montrent? Que la prévalence du VIH chez les patients COVID, elle était plus élevée, 2%, mais surtout en Afrique subsaharienne, ça se comprend, on a une prévalence élevée. Que le risque, est-ce que les patients VIH ont un risque de faire des formes sévères plus important, un risque beaucoup plus important par rapport aux patients séronégatifs? Dans cette méta-analyse, cela n'a été retrouvé qu'en Afrique. Et on peut voir, regardez le risque relatif, on est à 1,14. Donc, ce n'est pas si important. On est vraiment proche de 1. Le risque de mortalité, elle était beaucoup plus importante. Par contre, elle est beaucoup plus importante chez les patients infectés par le VIH. Une autre étude, l'hospitalisation. On a un risque d'hospitalisation ici, par exemple dans cette étude. Cette dernière étude, on voit qu'il n'y a pas plus de risque d'être hospitalisé chez les patients infectés par le VIH, qui ont une infection à COVID, puisque on voit que l'ordre de ratio est à 1,67 et que avec un intervalle de confiance, donc on a une tendance à un surrisque, mais c'est non significatif. Pour la mortalité, ils n'ont pas trouvé de différence. Globalement, cette analyse ne montre pas de différence en ce qui concerne le risque de décès ou d'hospitalisation chez les personnes vivant avec le VIH, contrairement aux autres études. Et dans cette étude, en fait, ils ont conclu que peut-être le fait qu'ils ne retrouvent pas un risque de décès supérieur ou d'hospitalisation, c'est que le contexte, il était différent. Que ce sont des patients, est-ce qu'il y a eu de l'impact, notamment peut-être de la vaccination entre-temps? Vous avez vu, c'est une étude qui a été publiée en 2023 de la vaccination. Peut-être qu'il y a eu également l'impact des antiviraux. Peut-être qu'il y a eu également l'impact que c'est des patients VIH, mais que c'est des patients qui avaient un bon statut immunitaire. Donc, eux, ils ne concluent pas à un surrisque ni de décès, ni d'hospitalisation. On s'est intéressé au cours de la COVID. Je pense que si je devrais résumer ce que je viens de dire, c'est que finalement, ce qu'on note, c'est que globalement, la prévalence VIH paraît plus importante chez les patients COVID. Des études qui montrent qu'ils ont un surrisque d'avoir des formes sévères et également un surrisque d'avoir des décès. Mais quand on dit que ces patients, s'ils sont vaccinés, qu'ils ont un traitement antirétroviral qui est bien contrôlé, en tout cas, ce surrisque diminue. Puisque c'est des patients VIH, la même question s'est posée par rapport au COVID long. Est-ce qu'ils ont beaucoup plus de surrisque de faire un COVID long? Donc, le COVID long, je rappelle que c'est vraiment un défi, que les personnes VIH représenteraient une population particulièrement à risque, et ce qui donne une nécessité de prévention, de suivi régulier et de recherche clinique. Donc, l'Organisation mondiale de la santé définit le COVID long comme si au-delà de 3 mois après le début d'une infection, pendant au moins 2 mois après une autre cause. Donc, le COVID long, c'est un diagnostic d'élimination. Et les personnes qui sont à risque, on a vu que c'était beaucoup plus fréquent chez les femmes. Notre patient, c'était un homme, certes. Ceux qui ont fait des formes aiguës, des patients qui ont été hospitalisés, qui ont des comorbidités, qui sont tabagiques. Et finalement, on estime qu'il y aurait dans le monde 114 millions de personnes qui présenteraient un COVID long, en tout cas qui auraient des symptômes persistants au-delà de 12 mois. Et les signes cliniques, voilà, elles sont multiformes. Ici, des études. Donc, COVID long et infection à VIH. Donc, ils ont retrouvé dans cette étude que 1 patient sur 3 avait des symptômes de COVID long. Les symptômes étaient dominés par douleur musculaire, ce qu'on a vu chez notre patient, et également par l'asthénie et la fatigue. Donc, 1 patient sur 33%, 1 patient sur 3 également. Et quels sont les facteurs qui sont associés? Sexe masculin. Donc, ils avaient un risque beaucoup plus faible de faire une infection à un tableau de COVID long. L'hospitalisation, donc un risque beaucoup plus important quand le patient a été hospitalisé. Par contre, la charge virale, les CD4, le statut vaccinal n'influençaient pas par rapport à ce tableau de COVID long. Une autre étude
qui montre cette fois-ci qu'on a la prévalence, c'est une méta-analyse qui est quand même récente, hein, pour dire que c'est une problématique quand même qui intéresse jusqu'à présent sur le plan scientifique, puisque c'est une publication de 2025, janvier 2025. Et qu'est-ce qu'il montre? Que la prévalence du Covid long chez les patients VIH, c'est un patient infecté sur deux qui présente ce tableau de Covid long. Et ils ont un risque, cette étude, cette méta-analyse montre que les patients infectés par le VIH ont un risque 2 fois supérieur par rapport aux patients séronégatifs de faire un tableau de Covid long. Les symptômes les plus fréquents, c'est la toux, c'est la fatigue, c'est l'asthénie. Les facteurs de risque, toujours, c'est un patient qui a fait un tableau de Covid modéré à sévère. Ils ont même, dans cet article, ils ont montré qu'il y avait une augmentation de certaines cytokines pro-inflammatoires, notamment le tumor necrosis factor, une diminution de l'interféron bêta et d'autres marqueurs également évoquant un déséquilibre du statut immunitaire. Donc, vraiment, ce qu'on doit retenir après cette présentation, c'est que le tableau de Covid long pourrait être évoqué chez un patient qui présente des symptômes supérieurs à 3 mois après une infection à Covid. Mais il faudra toujours s'enquérir de l'examen clinique et du statut immunitaire et de l'histoire de la maladie. J'avoue que ce sera très difficile, c'est encore beaucoup plus difficile d'évoquer un tableau de Covid long chez un patient qui est au stade de SIDA ou bien qui a un taux de CD4 qui est très faible, moins de 200. Là, il faudra rechercher activement des infections opportunistes, tuberculose, pneumocystose, cryptococcus, toxoplasmose. Quand le patient a plus de 200, qu'il est stable immunovirologiquement, on va peut-être évoquer un tableau de Covid long, mais même jusqu'à présent, ce qui était notre patient de tout à l'heure, il faut quand même éliminer, en tout cas, toutes les autres infections opportunistes avant de retenir un Covid long. Donc, ne pas conclure trop vite à un tableau de Covid long sans exclure une infection opportuniste. Et ceci, surtout, c'est un patient qui a une immunodépression profonde. Les symptômes du Covid sont en général très polymorphes et fluctuants, alors que les infections opportunistes, c'est souvent progressif, c'est focalisé et c'est le plus souvent accompagné avec une fièvre. Je vous remercie de votre attention. Merci, 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 professeur. Envoyons des signaux, envoyons des signaux. Vraiment, merci, professeur, pour cette brillante présentation, hein, qui a couronné le cas clinique, hein, d'un patient réel qui a été suivi. Et après cela, toutes les informations sur cette problématique. C'est vrai que nous sommes vraiment vers la fin, mais on va permettre quand même à certains de vraiment poser quelques questions à 2 ou 3 personnes. Hein, s'il y a des questions de clarification, de compréhension, après cette présentation. Donc, on retient pour ce patient-là un Covid long probable. Et comme le professeur vient de terminer, il y a lieu de pouvoir explorer toutes les infections opportunistes avant de pouvoir conclure. Avez-vous des questions? Merci, merci vraiment, professeur. Question. On demande au IT de mettre le lien du feedback dans le chat déjà, hein, pour permettre à ceux qui sont encore connectés de pouvoir le faire. Avez-vous des questions? C'est bon? Nestor, avec le stéthoscope, est-ce que vous avez est-ce que vous avez des questions? Vous êtes en pleine consultation, on dirait. Ouvrez votre micro. Est-ce que vous avez bien compris cette problématique qui a été posée par le professeur ou bien il y a encore des zones d'ombre? Voilà, c'est le lieu de poser vos questions. Professeur Kra, est-ce que vous pouvez ajouter quelque chose, dire quelque chose après cette présentation? Oui, je ne peux que remercier le professeur Louis Fontes pour cette brillante présentation et surtout, elle nous a elle a eu des mises au point
actualisé donc sur cette problématique du Covid long et VIH. Je ne peux que lui dire merci et surtout l'inviter, l'inviter de façon solennelle encore à prendre un deuxième rendez-vous avec l'ensemble euh, de nos apprenants et de l'équipe pour nous distiller encore sa lumière. En fait, c'est juste un mot de remerciement. Professeur, merci beaucoup. Merci, professeur. C'est un honneur Oui, pour moi. Ariel, il y a une main levée. Oui, c'est ça. Merci beaucoup et merci vraiment à professeur Luis pour cette brillante présentation. J'avais cependant deux questions. La première, c'était par rapport à la définition même du COVID long. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a eu des cas de réapparition de signes ou c'est vraiment une question de persistance des symptômes au-delà des 3 mois ou ça peut être une réapparition quand même? C'est-à-dire que le Oui, patient, il a fait son COVID, les symptômes se sont totalement estompés et dans les 3 mois, il représente des symptômes qui nous feraient penser à un COVID long. Ça, c'était la première question. Je continue avec la deuxième peut-être. Et donc, la oui. deuxième question, que je n'ai pas peut-être bien compris, mais peut-être que le professeur a déjà certainement abordé ça, c'était par rapport au niveau d'immunodépression. Je voulais savoir, est-ce que chez un patient, c'est-à-dire qu'il ait un faible taux de CD4 ou qu'il ait un taux de CD4 qui soit plutôt acceptable, donc peut-être au-delà des 500 même, est-ce que la suspicion de COVID long doit être la même? Bien sûr, dans les deux cas, on essaie d'éliminer tout ce qui est infection opportuniste. Mais je veux dire que quand on arrive à éliminer ça, est-ce que je penserais quand même, je suis en droit de penser à un COVID long de la même façon quand c'est un patient qui a un CD4 bas que chez un patient qui a un CD4 assez élevé? Je ne sais pas si cette question est assez claire. Merci beaucoup. C'était les deux questions en tout cas. Oui, c'est vrai que par rapport au COVID long, hein, en général, c'est suite à l'infection aiguë, le patient il a une persistance depuis plus de 3 mois. Mais parfois, pour certains patients, après l'amélioration clinique, les symptômes reviennent et ça persiste encore 3 mois. Donc, ce n'est pas forcément une continuité du tableau clinique aigu. C'est-à-dire, il guérit, il va mieux, et après, le tableau clinique revient. Mhm. D'accord. Après le tableau clinique, quand ça revient, il faut se dire, est-ce qu'il est en train de faire une nouvelle infection à COVID? Je pense que ça, il faut l'éliminer. Ça, on n'en a pas parlé, mais je pense que ça pourrait être éventuellement peut-être une nouvelle infection à COVID, hein, parce qu'on n'est pas immunisé. Et par rapport à ton autre question, c'est vrai que j'ai dû enlever certaines slides où des études ont montré que même les patients qui avaient, je pense qu'on est beaucoup plus confortable. Vous avez vu, il n'y a pas d'examen de certitude pour retenir le diagnostic de COVID long. On est beaucoup plus confortable de retenir un diagnostic de COVID long quand le tableau clinique survient chez un patient immunovirologiquement contrôlé que quand Mhm. le patient il a un taux de CD4 qui est très bas. Mais il y a des études qui ont montré que même les patients qui avaient des taux de CD4 qui étaient élevés, durant leur infection à COVID, il y avait une baisse il y avait une baisse du taux de CD4 durant l'infection aiguë. Mhm. Ah, je ne sais pas. Ok. Oui, c'est bien répondu. Merci beaucoup, professeur Luis. Merci, merci. Voilà. Donc, nous tirons à la fin. Il est 14h22. Je vais Hein, répondre on juste peut à une continuer dans question. le groupe COVID long, groupe WhatsApp COVID long. On a mis le lien du feedback. On a besoin de votre retour. Dans ce feedback, vous pouvez nous faire des suggestions de thématiques qu'on pourrait programmer, hein, continuer l'année prochaine. Voilà, puisque c'est vraiment une plateforme Afrique francophone. Donc, on peut aborder toutes les thématiques. Voilà, donc on vous invite vraiment à participer à ce feedback. Merci, merci beaucoup au professeur. Merci à tous ceux qui ont pris un peu 1 heure de leur temps, plus d'1 heure, pour participer à cette session très enrichissante, avec un cas clinique très intéressant. Mais professeur, moi, je voulais demander, mais tous les examens que vous avez réalisés, le patient, c'est lui qui a payé, c'est comment? Parce qu'il y a cette problématique aussi de la prise en charge. Ah, c'est pas facile, mais bon, on espère que Ah, c'est lui qui a les autres... payé, hein. Voilà, D'accord. c'est le patient malheureusement qui a dû payer.
Oui, les examens. En fait, c'est surtout pour ne pas passer à côté d'une infection opportuniste. c'est Voilà. ça. Je vois, il y a une question. Wow. Mhm, Quelqu'un qui dit que le patient a des images en verre dépoli avec Disney. mhm. Doit-on systématiquement évoquer un COVID long, je pense, ou une pneumocystose? Je pense qu'il faut déjà penser à une pneumocystose. Pneumocystose, pneumocystose, pneumocystose. Et après, éventuellement, après investigation, Mhm, on pourrait évoquer le diagnostic de COVID long. Je pense que vraiment, il faudrait qu'on garde ça en tête en se disant que c'est un diagnostic d'élimination. mhm. Parce que la prise en charge, elle n'est pas la même. J'ai vu notre expert pneumologue connecté. Je ne sais pas s'il a quelque chose à dire. Oh, ça, oui. Si vous êtes encore là, un mot. Je l'ai vu connecté tout à l'heure. Bon, ok, je pense qu'il est reparti. En tout cas, ouvrons nos caméras et envoyons des signaux à professeur Louise Fortes pour cette belle session qu'elle a conduite. En tout cas, professeur, on vous attend encore pour une autre session. Voilà. Même si ce n'est pas cette année, l'année prochaine encore, on vous attend. Merci beaucoup, professeur. C'est Merci, bon. merci. Et Vous puis, pouvez compter sur moi. voilà. Vous pouvez me compter sur Merci moi. beaucoup, Louise. À la Merci beaucoup, prochaine. Bob. Notre prochaine session, c'est le 30 octobre, si Dieu le veut. Voilà, nous sommes dans l'octobre rose. Voilà, un coucou à tous nos malades du cancer. J'attends mon t-shirt, hein. D'accord, on va voir ceux qui ont organisé les activités. Oui, Ok. je vais à Dakar le 27, donc vous devez y donner. Ah, Ok, d'accord. merci, professeur. Ok, le 30 octobre. Et donc, on va revenir sur l'appareil du poumon, sur la Disney persistance post-Covid. Quelle est la conduite à tenir? Donc, ça sera avec les pneumologues le 30 octobre. Donc, merci. Bye bye. Au revoir. Merci, au Et puis, revoir. n'oubliez pas de participer à notre feedback. Merci beaucoup. Et on se donne rendez-vous le 30 Merci, allez, au octobre. revoir. Au revoir.